Bienvenue. On va plonger aujourd'hui dans une histoire qui se passe au Collège Saint-Barthélemy. Une histoire où une seule décision, un seul chemin pris, va changer le cours de plusieurs vies. On va parler de pression sociale, de malentendus qui peuvent coûter très cher et des conséquences parfois irréversibles des choix que l'on fait à l'adolescence. Et tout commence par cette phrase, presque anodine, lancée par un jeune, JC, à propos de son ami Caleb. Il se demande s'il est normal. Cette simple question, elle nous met tout de suite au cœur du problème. C'est quoi être normal quand on est ado? Qui fixe les règles? Parce que cette question de normalité, en fait, elle cache deux réalités, deux chemins qui s'opposent radicalement. D'un côté, on a Caleb. De l'autre, ses amis, JC et Jean-Paul. Même école, mais c'est comme s'ils ne vivaient pas dans le même monde. Et le contraste, il est flagrant. D'un côté, il y a Caleb, le gars discipliné, qui écoute les conseils de ses parents, de ses profs, et qui décide de ne pas brûler les étapes. De l'autre côté, JC et JP. Eux, ils sont sous l'influence d'amis plus âgés. Ils se lancent à corps perdu dans des comportements à risque, sans vraiment de filet de sécurité parentale. Ce sont vraiment deux trajectoires qui s'écartent l'une de l'autre. Mais voilà le plus étonnant. Même ceux qui sont sur la voie la plus risquée, au fond, ils savent. Ils sont conscients du danger. C'est Jean-Paul qui le dit lui-même. Il sait que ce qu'ils font n'est pas normal. Il sait qu'ils s'exposent aux IST, les infections sexuellement transmissibles, et aux grossesses. Il appelle ça une faiblesse. Et c'est tout le drame de cette fuite intérieure. Connaître le risque, mais se sentir impuissant et y résister. Alors, quand on mélange ces choix de vie risqués avec une information cruciale mais mal comprise, on obtient le cocktail parfait pour une crise. Et c'est là que l'histoire bascule vraiment dans le drame. Au cœur de cette crise, il y a une jeune fille, Lucie. Et la nouvelle tombe, brutale. Elle est enceinte. Dans sa détresse, elle finit par avouer qu'elle ne sait pas qui est le père. Il y a trois possibilités, JC, Jean-Paul et un troisième, Alain. Trois garçons qui, de leur côté, étaient sûrement persuadés d'être les seuls. Comment a-t-on pu en arriver là? Eh bien, Lucie explique son raisonnement. Elle a bien entendu le message de prévention à la télé, se protéger avec un partenaire occasionnel. Le problème, c'est son interprétation. Pour elle, JC, Jean-Paul et Alain n'étaient pas des occasionnels. C'étaient des habituels, des garçons qu'elle connaissait bien. Alors avec eux, elle a baissé la garde. Une interprétation tragique d'un conseil de santé pourtant vital. Et c'est là, précisément là, que se trouve l'erreur fatale. Parce qu'en santé sexuelle, un partenaire occasionnel, ce n'est pas juste un inconnu. C'est toute personne avec qui on n'est pas dans une relation exclusive et où les statuts médicaux ne sont pas connus et vérifiés. La leçon est simple, mais cruciale. Connaître quelqu'un, même très bien, ça ne protège de rien. La réaction de son amie Déborah quand Lucie lui explique tout ça est immédiate, et elle est sans appel. Oh là là, c'est une erreur grave. Ces quelques mots suffisent, ils montrent la gravité de la situation sans détour. Et cette erreur n'a plus rien de théorique. Elle a maintenant des conséquences très réelles, très concrètes, et particulièrement douloureuses pour les jeunes femmes de cette histoire. Regardons les faits. Pour Lucie, c'est une grossesse non désirée, et l'angoisse de ne pas savoir qui est le père. Pour une autre amie, Arlette, qui faisait confiance à Jean-Paul, c'est une IST, la blénorragie. Quant à JC et Jean-Paul, ce sont eux qui sont à l'origine de cette chaîne de contamination. Chaque comportement à risque a eu un effet domino dévastateur. Au-delà du médical, il y a le choc émotionnel, la peur surtout, une peur qui paralyse. Lucie est tellement désespérée qu'elle envisage d'avorter. Arlette, en apprenant pour l'IST, pense tout de suite au pire, le VIH. Et pour les deux,
Il y a cette montagne qui semble infranchissable. Comment annoncer ça à leurs parents? La confiance est complètement pulvérisée. Mais même dans les situations les plus sombres, il y a parfois une issue. L'histoire va maintenant passer de la description du problème à la recherche de solutions. Parce que oui, de l'aide, ça existe. Et face à ce chaos, un véritable plan d'action se met en place, étape par étape. Étape 1, les conseils francs de l'amie Déborah. Étape 2, l'action médicale avec les tests de dépistage. Étape 3, aller chercher la sagesse et le recul de Caleb. Et enfin l'étape 4, la plus délicate, trouver un médiateur de confiance, ici le pasteur, pour oser affronter la famille. Et puis vient le résultat des tests. C'est un moment de soulagement immense. Les 2 tests VIH reviennent négatifs. C'est une nouvelle incroyable au milieu de ce cauchemar. Attention, ça ne règle pas tout. Le diagnostic de blénorragie pour Arlette est toujours là. C'est le rappel que le risque était bien réel et qu'il a laissé des traces. C'est là qu'on voit toute la maturité de Caleb. Il ne donne pas juste un conseil, il propose une vraie stratégie. Il a compris comment la famille de Lucie fonctionne et il sait que le pasteur sera l'intermédiaire parfait, celui qui saura trouver les mots justes pour annoncer une nouvelle aussi difficile à entendre. Cette stratégie nous amène à une leçon plus large. On n'est plus seulement dans une histoire de choix individuels. On touche du doigt le pouvoir et l'importance du soutien d'une communauté pour traverser une épreuve pareille. Le pasteur Claude accepte cette mission délicate. Il n'y va pas pour accuser, pas pour juger Lucie. Il y va pour demander le pardon, pour appeler à l'aide. Il essaie de transformer un moment de honte potentielle en une occasion de faire preuve de soutien. Il faut écouter attentivement sa formulation. Il ne dit pas « votre fille a fait une bêtise ». Il dit « j'implore votre pardon pour votre fille ». En disant cela, il se met à ses côtés. Il porte une partie du poids avec elle. Et il invite les parents à la compassion, plutôt qu'à la colère. Et pourtant, même avec toute cette préparation, l'impact de la nouvelle est d'une violence inouïe. Le père et la mère de Lucie s'évanouissent, l'un après l'autre, sous le choc. C'est une réaction physique, viscérale, qui montre toute l'ampleur du drame. Et l'histoire nous laisse sur cette image saisissante, en plein suspense. Ce qui nous amène à une question de fond. Face à une crise qui découle de choix personnels, où se situe la responsabilité du soutien? Est-ce que tout repose sur les épaules de l'individu ou est-ce que la famille, la communauté ont un rôle à jouer? C'est une réflexion qui dépasse largement les murs de ce collège et qui mérite d'être menée.